Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouvel opus de Radio Fringale. Ce soir, un petit format un petit peu spécial avec le format suivant, les infos à la louche. On va balayer un petit peu ce qui s'est passé dans la dernière semaine dans le monde du vélo. Et pour m'accompagner, j'ai la chance d'avoir avec moi Mollet d'Acier. Adrien, comment vas-tu? Salut la Torne, bah écoute, ça va, pleine forme. L'hiver s'est installé dans notre région, donc on se couvre, on met les habits de pluie pour aller rouler, mais on n'arrête surtout pas. Et du coup, c'est la saison pleinement des cyclocross, et on va un petit peu en parler aujourd'hui. Tout à fait, pas loin de chez nous la semaine dernière, enfin le week-end dernier, on a eu un bel événement que tu vas nous conter. Exactement, une manche de Coupe du Monde de cyclocross à Besançon, sur le fameux circuit de Besançon. Donc voilà, un peu parler de tout ce qui s'est passé là-bas. Ok, avec nous ce soir, car notre cher et tendre Raphaël n'est toujours pas de retour, c'est Noé qui va faire sa deuxième émission. Et ce soir, je crois qu'on a un Noé un petit peu enquêteur polémiste. Salut la Torne, ouais, moi je prends du rab, même si j'évite le coup de fringale, donc je prends du rab tant que Raph n'est pas là. J'ai Oh. envie de vous parler du docteur Mabuse, une fois n'est pas coutume, même si on en parle beaucoup. Voilà, notamment de vous parler un petit peu de ce qui s'est passé autour de ce personnage dernièrement, Tu vas être un peu notre Élise Lucet ce soir. carrément, une cache investigation. Ok, nickel. Alors, juste avant qu'on attaque, pour mettre un petit peu de gaieté, je vais vous faire un petit jeu. Je vous ai préparé une petite charade. Bien évidemment, vous qui nous écoutez, vous pouvez jouer et mettre le résultat dans les commentaires. Pour ça, il faudra mettre pause hein, pour pas tricher. J'en profite pour vous proposer de vous abonner, car la plupart de nos auditeurs ne sont malheureusement pas encore abonnés à notre chaîne, et ça nous aiderait beaucoup pour la suite. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram. Et merci à Philou qui nous a fait tous les visuels pour cette émission. Je crois qu'on a tout. On peut attaquer. Alors messieurs, il va falloir être rapide. Vous attendez quand même les trois indices s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Yes. Mon premier est un moyen de locomotion. Mon deuxième est une partie de l'expression utilisée pour décrire la Première Guerre mondiale. Et mon dernier se trouve dans le poulailler. Mon tout est un coureur dont le grand-père n'a pas souvent gagné. Vanderpool. Oh là là, oh là là. Alors par contre, Eh oui, tout à par fait, contre, le premier c'était le van. Bravo. pour être tout à fait honnête, déjà, je suis pas du tout d'accord en disant que Poulidor n'a pas beaucoup gagné. Oh, c'est un autre Hein. sujet, ça. Voilà, voilà. Mais c'est quand même ce qui m'a aidé à trouver, parce que j'avais pas compris Oh putain les gars, les le, premiers le indices. premier le van, et oui, j'aurais pu dire un moyen de locomotion apprécié par les jeunes partant en Australie. Le deuxième, la der des der, Van der Poel, et puis le dernier qu'on trouve dans le poulailler, la poule. Alors putain, heureusement que vous savez bien nager les gars, parce que là j'aurais balancé la clé à l'eau, je préfère vous le Ouais. dire. Hein. Ah, c'est pour ça que je fais de la natation. Hein. Non, bien joué, bien joué. Moi aussi j'ai tité qu'à Poulidor, mais bon, allez, avance. Ok, bon, on reste là-dessus pour ce soir. J'espère que vous serez chaud. Maintenant, on essaiera d'ouvrir les émissions avec la charade habituelle. Premier thème de la soirée, on a donné les vélos d'or la semaine dernière, hein, nos confrères journalistes. Nous, on avait donné nos Fringale Awards il y a 2 semaines. Et, hasard du destin ou simplement talent journalistique, je ne sais pas, c'est Pogacar qui a été élu vélo d'or de l'année. Et chez les Français, Alaphilippe, le même constat que ce qu'on avait pu donner tous les deux, Adrien, pendant cette émission précédente. Oui, exactement. C'est pas non plus une énorme surprise tant Pogacar a dominé la saison. D'ailleurs, il a été élu Vélo d'or à l'unanimité. La dernière fois, et la seule fois avant, c'était Lance Armstrong en 99. C'est Donc, dire. je crois que quand on lui a fait la remarque, Pogacar, il a dit oh merde. Voilà. Mais je mange des fruits Et acides. voilà. Et à la Philippe, bah, pareil, moi j'ai pu le dire lors de l'émission des Fringale Awards, il n'y avait pas photo pour décerner le meilleur coureur français. Donc voilà, c'est tant mieux ça leur fera un beau trophée sur le coin de la cheminée. Ouais, meilleur coureur français qui empile son deuxième maillot arc-en-ciel d'affilée. Noé, un petit mot à dire là-dessus? Bah non, bah un peu pareil que vous. Franchement, pas vraiment de surprise, hein. Deux monuments, le tour pour Poggi, voilà, à la Philippe qui remet le coup. Puis à la fait, pas vraiment une grosse concurrence cette année. C'est pas Bonamour qui va venir lui choper la place, quoi. Donc pas de grosse surprise Oh, pour moi.
Ça Ça clash, clash il est vraiment. un petit peu dans le thème de ce qu'il va nous proposer maintenant. La semaine dernière, Noé, devant le tribunal, on avait Bernard Sainz. Alors c'est qui ce monsieur? Et bah Bernard, vous le connaissez peut-être sous le nom du docteur Mabuse. Ça fait partie de ce clan un peu des Fuentes, des Ferrari qu'on connaît, qu'on a appris à connaître en pratiquant ce sport et en regardant ce sport au fur et à mesure des années. Pour moi, ça, alors il n'est pas encore définitivement condamné, même s'il a déjà été condamné, hein, il a déjà pris même d'ailleurs du ferme, et il y a une réquisition de 2 ans de ferme et 30 000 euros d'amende. Pour moi, c'est un peu anecdotique. Je trouve juste que tout ça, en fait, ça fait tomber, pas un dopé, mais un dopeur. C'est vraiment quelqu'un qui a encouragé des sportifs à se doper. Et je pense que les dopeurs sont plus dangereux pour notre sport que les dopés. Et il a travaillé pendant 4 décennies, hein. M'abuse. Si j'en cite que quelques-uns, c'est Guimard, c'est Poulidor. Hein, c'est pas pour rien s'il Hmm. arrivait deuxième. C'est Thévenet, c'est Virenque, c'est Hinault, c'est Fignon, Madio et j'en passe. Donc plus globalement, moi je pense que cette actu, elle nous rappelle un peu l'éternelle contradiction dans laquelle on est placé, nous les fans de vélo, entre d'un côté cette recherche peut-être un peu illusoire d'un sport propre, et de l'autre côté l'envie de juste kiffer nos moments devant la télé ou en course. Et c'est pas plus mal en fait d'avoir cette contradiction, même si de temps en temps il y a des gros noms comme le Mabuse qui tombent. Ouais, Adrien, qu'est-ce que tu penses de ce monsieur? Bah, pas grand-chose de bien sur ce gars-là, surtout que de ce que j'ai pu, voir, sur lui, c'est enfin voilà, là, il nie tout en bloc, même pris la main dans le sac, par, justement, une émission Cache Investigation où il avait été surpris en caméra cachée en train de donner des conseils, à un coureur pour se doper. Donc voilà, il continue à nier, non, non, pour moi, c'est un gars qui est assez détestable et puis qui voilà, donc la condamnation, ça me paraît assez, logique. Je pensais qu'il avait déjà été condamné à plus que ça, mais voilà, donc non, bah, rien de plus à rajouter sur ce monsieur. On est d'accord que il se fait appeler docteur Mabuse, mais il n'a aucun diplôme de médecine, ce monsieur. À l'inverse de Fuentes ou Ferrari, quoi. Ouais, c'est un naturopathe. Voilà. Il a dit pour sa défense quand même, c'est grâce à moi que Pogacar mange des fruits acides. Et je suis à l'origine de la deuxième jeunesse de Poulidor. Alors je sais pas Ouais, trop c'est ce que beau, sa c'est beau. défense voulait Mais dire, mais... ouais, ouais, non, mais c'est vrai que j'ai vu qu'il est surtout, condamné ou du moins poursuivi en justice pour pratique illégale de la médecine, de la profession de pharmacien aussi. Donc c'est aussi pas mal sur ces choses-là qu'il est attaqué et pas que sur le fait de Oui, doper des coureurs cyclistes. Donc pour le exactement. moment, il a... Enfin, le procès n'est pas encore terminé, hein. Potentiellement, donc tu disais 2 ans ferme et 30 000 euros d'amende, mais il n'est pas encore condamné. Ouais, délibéré le 17 janvier. Après, ça reste anecdotique. Est-ce qu'on a besoin de mettre ces gens-là en prison? Je sais pas. Mais en tout cas, on a besoin de les éloigner de notre sport, de sûr, ouais. Tout à fait, parce qu'on peut dire que ce sont un peu des personnes qui traînent notre beau sport dans la boue, et de la boue ce week-end, il n'en a pas Oh, manqué à Oh, Besançon. oh non, mais quelle Transition, transition! transition. Oh là là, mais je suis fan, je suis fan. Tandis que le vélo d'or Docteur Mabuse, c'était sans transition, on est d'accord, hein? Ah, ouais, c'était On est, caché. ok, on est d'accord, on est d'accord. Ah non, eh, arrête, arrête, tu vas nous poser des problèmes, Adrien, Non, s'il te non, j'ai dit plaît. justement qu'il n'y avait pas de On est transition. d'accord, mais oui, mais que ce soit pas dit avec un ton ironique, hein, s'il vous plaît, quand même, Ah s'il ouais, vous ça, plaît. ça me ressemble pas. Ça ne m'étonne pas. Alors allez-y, parlez-nous un petit peu Oui. de cette étape de Coupe du Monde à Besançon, non loin de chez nous. Que s'est-il passé durant ce week-end? Eh ben, il y a eu beaucoup de neige, de pluie et ça a donné beaucoup de boue. Et il faut savoir qu'en cyclo-cross, la boue, c'est quand même quelque chose d'assez d'assez sympa, surtout pour les spectateurs et pour les téléspectateurs, parce que ça donne toujours des courses très spectaculaires. Chez les coureurs, bah, il y a des coureurs qui sont très très fans des parcours boueux et d'autres qui préfèrent les parcours un peu plus secs. Il faut savoir que quand il y a de la boue, ça rend, bah, le circuit très technique, donc il faut être très, Mhm. très à l'aise, sur son vélo. Bien négocier, tous les virages et une glissade est vite arrivée. Donc là, la manche de coupe du monde, c'était la 8e de l'année, à Besançon. Donc il faut savoir que le circuit de la coupe du monde a été remanié cette année. Avant, il y avait eu entre 8 et 10 manches
par année et là, cette année, ils en ont fait quasiment une tous les week-ends. Je crois qu'il y a 16 manches au total et donc ça apporte vraiment une plus grosse densité. Par contre, ça mange un petit peu, les autres courses qu'il y a, donc surtout en Belgique Mhm. et il y a finalement peu de coureurs qui participent à toutes les manches, de coupe du monde. Donc il y a eu 2 courses, principales, une chez les dames et une chez les hommes. Donc je vais vous raconter un petit peu la course chez les dames qui a été, dominée de la tête et des épaules par la championne du monde, en titre, Lucinda Brandt, la néerlandaise, qui domine, le début de la saison, hein. C'est sa 3e victoire en coupe du monde. Je crois qu'elle a gagné aussi 3 manches du Super Prestige, qui est l'autre grand, trophée en cyclo-cross où c'est des courses qui se courent uniquement en Belgique et aux Pays-Bas. Et il y a une seule fois où elle a pas été sur le podium en coupe du monde, cette année, donc là, elle a vraiment, dominé, elle est partie dès le premier tour. Il faut savoir que c'est une fille qui est très puissante et dans la boue, là, sur le circuit de Besançon, il y avait pas mal de passages en ligne droite, pas très, techniques, mais qui demandaient beaucoup de puissance avec la boue et là, elle s'est vraiment baladée. Donc, elle s'impose devant une Canadienne, Magali Rochette, qui, vient là qui fait son 2e, podium en coupe du monde après, un podium aux États-Unis en 2019. Mhm. C'est seulement en 8 manches la 4e fois qu'une non néerlandaise termine dans les 3 premières. Donc, les femmes, les femmes néerlandaises dominent le cyclocross. Oui, un On sport verra que équilibré, hein. Ouais. voilà, bah oui, on verra que chez les messieurs, c'est les Belges qui dominent, voilà. Ok. Un petit mot sur les Françaises qui ont fait des bonnes, perfs. Line Burquier, qui est encore, espoir, je crois qu'elle a 18 ans, qui fait un top 10 qui était en reprise après une pause au championnat d'Europe. Donc, voilà, elle a fait une belle course. Et Hélène Clausel qui elle a vécu 7 ans à Besançon, donc elle était vraiment à domicile, soutenue, par le public, mais qui était assez fatiguée. Elle arrivait plutôt en fin de cycle de course. Ok. Donc c'était sa dernière course avant 15 jours de repos pour repartir vers des objectifs de championnat de France, début janvier et Mhm. championnat du monde, fin janvier. Et chez les messieurs, Voilà. alors, Adrien? Et bah, chez les messieurs, il y a eu une superbe course et un super, duel entre, 2 des principaux acteurs du début de saison. Alors il faut savoir qu'il manquait quand même plusieurs, grands noms au départ, donc Ouais. pas de Van Aert, de Van der Poel et de Pidcock parce qu'eux, ils n'ont pas Mhm. encore repris la saison, de cyclo-cross au moment où je vous parle. Et il y avait pas non plus le récent champion d'Europe, Lars van der Haar, qui est néerlandais, et le belge Quinten Hermans, qui sont deux gars qui ont quand même dominé le début de saison avec Toon Aerts et Elie Iserbyt. Et donc ce sont ces 2 derniers qui ont livré vraiment un magnifique duel sur le parcours très boueux euh, de Besançon, un parcours qui avait été un petit peu remanié par rapport à ce qu'on avait pu voir sur les précédents championnats de France ou manches de Coupe de France. Et c'était très sympa. J'ai trouvé moi le parcours, voilà, ça amenait autre chose. Toon Aert était plus fort physiquement, donc dans les parties montantes, dans la boue, il fallait de la puissance. Il était un petit peu plus fort qu'Iserbyt. Mhm. Mais par contre, ce dernier était quand même plus à l'aise techniquement quand il fallait enchaîner des virages ou des passages en dévers. Et finalement, malgré une grosse attaque de Toon Aert à 2 tours de l'arrivée, où il prend un petit peu d'avance et il glisse dans un virage et il chute, il peut pas éviter une barrière. Et là, Iserbyt le repasse devant et après voilà, une fois qu'il avait pris 10 mètres, il y avait plus de il a pas pu Toon Aert a jamais pu faire son retard. Donc les 2 Belges se sont vraiment livrés un superbe duel. Alors, tu nous parlais de domination des Belges chez les messieurs. Est-ce que tu as quelques chiffres à nous donner? Alors, j'ai pas forcément de chiffres très précis sur la domination, mais il faut savoir que c'est quasiment 8 Belges sur chaque top 10 dans les courses, en général. Voilà, c'est à la louche. Les 2 seuls coureurs qui peuvent battre les Belges depuis des années, hein, c'est Mathieu Van Der Poel, qui a été 4 fois champion du monde, et Lars van der Haar, qui lui
est un petit peu plus vieux, il a été 2 fois champion d'Europe et cette année, il revient vraiment en forme. Mais sinon, c'est vraiment, une affaire belge au plus haut niveau international. Ok, très bien. Noé, est-ce que tu suis un petit peu le cyclocross? Je suis un petit peu, effectivement, je suis un petit peu, assez pour savoir que les deux batailleurs de Besançon vont devoir se contenter des miettes très bientôt, notamment parce qu'on a l'arrivée de Pidcock, Van Der Mmh. Poel et Van Aert. Ouais, Ouais, tout à fait, il y a hein. des chances, ouais, ouais, parce que Van Aert et Pidcock vont reprendre en même temps le samedi 4 décembre. Donc ils ont déjà repris, mais il faut savoir qu'on enregistre l'émission avant la course, donc on peut pas vous en parler. Et Van Der Poel, il reviendra un petit peu plus tard, je crois que c'est autour du Ouais. 15 ou du 18 décembre, je crois, voilà, sur une manche de Coupe du Monde. On va quand même un petit peu avoir l'occasion de les voir ensemble, ces messieurs. Normalement, oui, oui, il y aura quelques confrontations, pas énormément, mais j'espère en tout cas qu'on les verra tous les 3 au championnat du monde, qui va se disputer aux États-Unis sur le circuit de Fayetteville, où il y a eu une manche de coupe du monde, c'était la 2e, cette année. Donc les coureurs ont déjà pu reconnaître le circuit, mais par contre ces 3 cadors n'étaient pas là. Van Aert a dit qu'il n'était pas encore sûr de faire le championnat du monde, qu'il Ok. verrait comment se passent les courses. Bon, après, connaissant son niveau, je pense pas qu'il soit à la ramasse. Il faut toujours 3-4 courses en cyclocross pour revenir dans l'allure quand les gars reprennent comme ça en milieu de saison. Mhm. Mais non, j'espère vraiment qu'il y aura une belle course fin janvier. Ok, alors on parle souvent de Van Der Poel et Van Aert, mais il y a un troisième larron et c'est Thomas Pidcock, ma Drésienne pour les Fringales Awards de cette année. Et Noé, tu vas nous parler on va avoir un petit focus comme ça sur Tommy. Ouais, carrément. Moi aussi, c'est un peu mon coup de cœur. C'est aussi parce que j'aime bien les coureurs de petite taille, type à la Bernal, à la Pidcock, etc. Je les trouve toujours vifs sur le vélo et très élégants à voir. J'aime bien leur style. Et Pidcock, il a révélé sur son compte Instagram cette semaine qu'il allait participer à pas moins de 10 épreuves de Oui. cyclocross sur l'année. Alors après, comme tu l'as dit Adrien, c'est vrai qu'il y a il y a un nombre d'épreuves qui augmente significativement cette année. Après 10 épreuves, ça reste quand même assez énorme, d'où mon questionnement qui suivra. Mais il faut savoir aussi qu'il va combiner ces 10 épreuves avec son stage de reprise avec le team Ineos en janvier qu'il aura en Espagne. Et c'est vrai que ça va nous promettre du spectacle avec Van Der Poel, avec Van Aert, avec Iserbyt, etc. Il a déclaré dernièrement que son rêve, c'était d'être champion du monde dans les 3 disciplines. Mhm. Ce qui me semble pas être trop ambitieux, surtout qu'il a que 22 ans. Il a récemment été sacré champion olympique En VTT. en cross-country. C'est quelque chose qu'il serait capable de faire, le bougre. À voir après, faut pas trop lui tirer des ailes. C'est vrai qu'il a que 22 ans. Et il a dit aussi qu'il viserait clairement le titre mondial aux États-Unis cette année. Après, moi, son programme, plus largement, je trouve qu'il permet de nous questionner un peu sur l'émergence de ces champions en fait, qui tiennent des pics de forme toute l'année. Je me suis amusé à regarder un peu des résultats des grands champions des années 90, outre le fait qu'ils sont restés dans les annales pour d'autres choses, mais je me suis amusé à regarder des photos de Indurain, Ulrich et Armstrong au mois d'avril avec 15 kilos en trop, parce que les mecs ne s'en mettaient pas sur le vélo avant le 15 juin. Et c'est vrai que maintenant, je trouve ça assez incroyable et assez enthousiasmant de voir des Pogacar tenir du printemps à l'automne, des Pidcock, Van Der Poel et Van Aert ne pas s'arrêter de l'année, vraiment. Ouais. Et je trouve ça assez enthousiasmant en fait pour le vélo de voir des coureurs qui se fixent des objectifs tout au long de l'année, quoi. C'est vrai que par rapport à cette époque-là, les gars, à partir d'octobre, ils roulaient plus, hein, mais ils faisaient des coupures. Je pense qu'il y a eu aussi une très grosse évolution dans la préparation physique des coureurs. Et Ulrich, à Noël, il défonçait tout le monde, hein. Il avait d'autres Mais choses à faire. Il défonçait tout le monde, mais pas sur le vélo. voilà, c'est ça. Lui, fallait pas être un repas avec lui à mon avis, hein. Non, mais c'est vrai que il y avait vraiment une grosse coupure et en hiver, je pense qu'il y en a vraiment, ils touchaient pas le vélo pendant 1 à 2 mois et puis après ils reprenaient tranquillement. Ils rattaquaient les premières courses en février, mars, mais ils y allaient tranquilles. Maintenant, tu peux plus faire ça. C'est Thibaut Pinot qui l'avait dit dans une interview durant l'année, où quand il a commencé sa carrière, lui, les premières courses de l'année, tu pouvais arriver un peu tranquille, un peu, voilà, même si tu avais pas pris un Ouais, peu de retard dans ta préparation, ça allait. En fait, maintenant, il dit, on boit même plus une bière au stage de regroupement de Ouais. décembre.
parce que les gars, ils sont, focus sur la saison et puis ils arrivent au taquet début février et bah, si toi tu es pas à fond, bah, tu sautes du peloton et tu as pas le choix. Donc Et est-ce que le pic de forme existe encore, en fait? C'est ça que je me pose ou cette question, Ah en oui, fait. quand Est-ce qu'un même. pic de forme existe encore? Pour moi, oui, le, forcément. le pic de forme Ils sont existe. obligés. Ouais, ouais, il existe encore. En plus de ça, je pense qu'on est simplement sur une professionnalisation. On la voit dans beaucoup de sports, hein. Là, on parle de vélo, mais je veux dire, dans énormément de sports autour, je pense notamment au rugby, hein, où clairement on voit des gabarits qui évoluent, des gars qui sont en forme toute la saison. Sur le vélo, c'est ça. Il y a des nouvelles manières de se préparer. Il y a des médecins. Il y a de nouvelles façons de voir la course qui arrivent chaque année. Et je pense qu'en effet, un mec comme Pidcock, alors en plus, pour revenir sur lui, il a quand même moins couru hein, que Van Aert et Van Der Poel cette année, Mmh. notamment du fait de Oui. sa fracture à la clavicule. Il a mieux géré son coup. Et puis même après le VTT, il a fait des pauses un peu plus grandes. Enfin, on sent qu'il s'éparpille un peu moins. Et c'est pour ça que moi je le vois bien aussi réaliser le triplé, pas forcément cette année, mais dans sa carrière, parce que j'ai l'impression que c'est quand même un gars qui, même s'il court beaucoup, il est plus capable de cibler. On le voit un peu tout au long de l'année, mais on le voit pas avec autant de fréquence qu'un Van Aert, par exemple. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est vrai que Van Aert, il a beaucoup couru. Bah, depuis qu'il est performant sur route, en fait, à mon avis, Van Aert, il s'est un peu fait avoir. C'était un gars qui faisait que du cyclocross à un moment, il faisait des grosses saisons en cyclocross, et puis il se servait de la route pour préparer ses saisons de cyclocross il y a quelques années. Et dès qu'il s'est mis à être, performant sur la route, bah, il a tout de suite embrayé sur les plus grosses courses et puis, bah, à raison, hein, parce qu'il est en train de se forger un super palmarès. Et du coup, il a quand même enchaîné deux saisons, je crois quand même, comme ça, où il faisait beaucoup de cyclo-cross et puis après, il enchaînait sur une saison de route un petit peu plus complète, bah, depuis qu'il est chez Jumbo, en fait. Ouais. Et mais ça, il pourra pas non plus le faire, éternellement. Là, il a quand même coupé, bah, après Paris-Roubaix, 3 octobre, Mhm. ça fait, 2 mois sans course. Ouais. Donc 2 mois sans course, tu peux te régénérer, déjà te reposer et puis repartir sur un nouveau cycle, de travail, sachant que lui, son objectif, c'est pas d'être en forme, dans 2 semaines, c'est d'être en forme, s'il le veut, fin janvier pour être à nouveau champion du monde. Mhm. Tout à fait. Ok, on parlait de Jumbo. Il y a un autre sponsor qui a un petit peu attiré notre attention cette semaine. C'est Deceuninck. Deceuninck qui quitte après 3 ans Quick-Step pour aller chez des concurrents qu'on peut presque dire direct, hein, Alpecin, une équipe de classique. Alors, est-ce que ce changement de sponsor, messieurs, selon vous, va aussi un petit peu relancer le game, hein, puisque bah, on sait que Deceuninck Quick Step, bon, c'est plus la Quick Step quand même, mais jouissait d'une image de marque hein, pour ses courses, le Wolfpack, tout ça. Est-ce que le fait d'aller chez Alpecin, ça va pas relancer une dynamique et permettre à cette équipe de prendre un peu le lead de cette grosse équipe qui domine les classiques? Bah, je sais pas. Je sais pas trop quoi, penser du fait que ce soit Deceuninck. C'est sûr que, bon déjà Quick-Step, c'est le sponsor historique, donc c'est pas le sponsor historique, du Wolfpack qui s'en va. Certes, c'est un gros sponsor en termes, financiers, mais qui arrivait en fin de contrat. Lefebvre a trouvé un autre sponsor, qui sera apparemment sur le maillot en 2023. De Koninck voulait rester dans le monde du vélo. Il cherchait une autre équipe à sponsoriser. Eux, ils veulent vraiment être sponsor principal. Ça les intéresse vraiment d'être sur le devant de la scène. Donc du coup, ils cherchaient aussi une équipe où il y avait cette ouverture-là, un développement possible. Donc je pense que stratégiquement pour l'entreprise de Koninck, qui, au passage fait des portes et des fenêtres, bah, a fait un bon choix, je pense, en termes stratégiques, d'aller chez Alpecin Phoenix, pardon. Mhm. Après, je pense pas que ça change, grand-chose au niveau de stratégie d'équipe ou de là déjà le recrutement il est bouclé je pense pour la saison 2022. Il y aura peut-être 2 ou 3 autres noms. C'est ce qui est intéressant pour Alpecin, c'est que ça fait l'arrivée d'un sponsor qui a beaucoup d'argent. Mais
je pense pas que le fait d'avoir été associé à Quick-Step les 3 dernières années va faire en sorte que ça aide plus, Alpecin que si c'était un autre sponsor qui arrive. Ok, et Ouais, toi, Noé? totalement. Je suis d'accord avec Adrien. En plus, j'ai l'impression que c'est 2 teams qui jouent un peu sur le même tableau. Tu disais aussi la Torne, hein, c'est 2 teams qui jouent sur les mêmes courses à peu près. On n'est pas sur des teams qui jouent du général. Enfin, on n'est pas sur de la Sky ou UAE, etc. Donc, l'objectif, ça va être de montrer le maillot sur des classiques, parfois sur des étapes. C'est des équipes avec des gros trains de sprinters qui veulent viser beaucoup de victoires, hein. Donc, stratégiquement, au niveau du marketing, je vois pas de grosses surprises. À moins que De Koninck se dirige progressivement pour jouer le général. J'ai vu que à la Philippe, il reparlait un peu de ses ambitions, il a envie d'essayer. À moins qu'ils aient envie de Alors, pas la construire De vraiment. Koninck, hein, la Quick Step du coup, puisque De Koninck Oui, la s'en quick step va. du coup. Ouais, c'est difficile, hein, on est d'accord. Ah, Ouais. on va se mélanger l'année Oui, prochaine. que la quick step voulait, à moins que la quick step ait l'ambition de jouer le général, mais là, on a compris que progressivement ces dernières années, pour jouer le général, il fallait quand même sortir le gros billet, quoi. Ouais, ben moi, messieurs, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je suis d'accord avec toi, Noé, sur l'histoire qu'on va être sur le même tableau, hein, c'est ce que je disais. Mais je pense quand même que le fait de changer d'équipe, ça va pouvoir relancer un peu le game. Je pense que même si en effet c'est un sponsor qui fait des portes et des fenêtres, on va amener beaucoup d'argent à cette équipe Alpecin Phoenix qui a pour but de briller sur les classiques et que Quickstep va un peu en pâtir de cette perte de sponsor. C'est mon avis. Surtout qu'on parlait de gagner beaucoup de victoires, beaucoup de courses. Et on a appris cette semaine que Mathieu Van Der Poel se verrait peut-être bien jouer le vert sur le Tour de France, mais c'est pas le seul coureur qui a dit ça. Apparemment, Wout van Aert serait également intéressé pour jouer le vert et du coup, la transition est toute trouvée. Est-ce que selon vous, Wout van Aert chez Jumbo peut jouer le vert cette année? Et ben, c'est la question de quelle liberté il aura au sein de la Jumbo. Est-ce que, en gros, la vraie question, ça va être son rapport avec Roglic, aussi dans quel état de forme ils arrivent les deux, hein. Je pense qu'on l'a un peu, cet élément de réponse. Après, est-ce que la Jumbo va construire une équipe 100% en soutien de Roglic, ou est-ce qu'ils peuvent se permettre d'avoir un petit train peut-être pour aider Van Aert. Après, est-ce qu'il a besoin d'un train Van Aert? Je ne sais pas non plus. Donc, à vous de voir. Qu'est-ce que vous en Ouais, pensez? moi, on le voit ces dernières années, c'est quand même de plus en plus compliqué de gagner un maillot vert seul, Ouais. sans équipier, sans des gars solides autour du sprinter. Euh, ça déjà c'est compliqué. Et ce qui est aussi compliqué, c'est voilà, quelqu'un qui joue le maillot jaune, quoi. Il joue pas Roglic, il va pas viser le top 10 là, sur le Tour de France. Donc quand tu vises le maillot jaune, tu as vraiment besoin d'une équipe. Pour moi, tu as besoin de 7 gars avec toi. Ça veut pas dire que si Van Aert a le maillot vert, il bossera pas pour Roglic, parce qu'à mon avis, ça, il le fera parce qu'il est assez costaud aussi. Et puis, il y a toujours des points à aller chercher sur des étapes de montagne. Et là-dessus, il a un énorme avantage aussi sur beaucoup Mm. de ses concurrents, c'est qu'il passe très bien la montagne. On l'a vu au Mont Ventoux l'année dernière. Mhm. Mais il faut voir comment est-ce que Jumbo va organiser son équipe et est-ce qu'ils vont le faire? Parce que c'est aussi possible qu'ils disent à Van Aert, bah ok, tu peux viser le maillot vert. Par contre, tu te débrouilles. Et puis on veut que tu nous aides quand même sur certaines étapes pour rouler pour Roglic. Parce que Donc là, clairement, pour viser le maillot vert, il faudrait au moins qu'il ait deux gars, quoi. Deux gars qui l'accompagnent, qui l'aident sur les étapes pour le placer dans les dernières bornes. bah ouais, je pense qu'il faut des gars qui le protègent au sprint. Mais par contre, l'avantage, c'est que on voit que les équipes de leaders, maintenant, elles replacent leur leader même dans les étapes de plaine, Hmm. jusqu'aux 3 derniers kilomètres. Donc là, Van Aert, il peut profiter de ça. On l'a vu, hein, il a fait des sprints. Il a gagné un sprint l'année dernière. Donc ça, il le fait. C'est un gars qui s'est frotté, qui est à l'aise sur le vélo. Donc il peut aussi se débrouiller presque tout seul s'il est dans la bonne roue au sprint. Après, ça peut être, par exemple, s'il a loupé l'échappée où il y a, on parlait de Mathieu Van Der Poel tout à l'heure dans l'échappée, puis qu'il va rafler tous les points du maillot vert, pas sûr que Jumbo se mette à la planche pour ramener tout le peloton et puis pour cramer les coéquipiers et que Roglic ait plus personne dans la dernière ascension. Mais c'est Donc sûr. ça peut être sur des coups comme ça où le fait de jouer et le vert et le jaune,
ça peut s'avérer compliqué. On l'a déjà vu par le passé, hein, ça me fait penser à Erik Zabel en Ouais, complètement. 96 avec Björn Ries, 97 avec Ulrich. Mais déjà à l'époque, je crois qu'il disait que c'était pas simple non plus. Donc je pense que c'est encore plus compliqué maintenant. Et puis, clairement, est-ce que Van Aert, sur le long terme, ça, il va pas en pâtir de cette situation et peut-être en avoir marre? Parce que on sait qu'avec Van Der Poel, ils sont comparés sur beaucoup de terrains. On l'a déjà vu s'incliner quand même plusieurs fois hein, face à Van Der Poel, Tour des Flandres l'année dernière. On sait que sur le cyclocross, bah, ça lui arrive quand même aussi fréquemment d'être battu. Est-ce que s'il voit donc son objectif qui est d'aller rafler le maillot vert, peut-être emporté 1 an puis 2 ans d'affilée par Van Der Poel, il pourrait pas simplement au moins se dire moi aussi je vais être le patron de mon équipe qui va gagner des classiques. Ouais, pourquoi pas, il pourrait avoir des envies de voyage. Après, pour moi, quand même, c'est l'objectif en lui-même de maillot vert, que ce soit pour Van Der Poel ou Van Aert, sur le Tour de France, ça veut dire quand même essayer de prendre des échappées. Et je pense que rien que l'année dernière, quand on avait une échappée royale avec les deux là notamment, c'est des gars qui auront de moins en moins des bons de sortie, parce qu'en fait, on sait que c'est des gars, enfin, moi, surtout Van Aert, qui passe la montagne. Hmm. Et c'est-à-dire que quand il prend une échappée, il va peut-être pas se relever une fois qu'il aura les points. Et c'est le genre de mec qui peut emmener une échappée au bout, donc je pense qu'il aura pas forcément des bons de sortie, en fait, s'il vise le vert. Ouais, après, les bons de sortie, s'ils appuient très fort sur les pédales, je pense qu'il y a pas Oui, grand monde qui va réussir à leur dire: «Oh mon gars, tu restes dans le rang». Si le parcours est un peu accidenté sur les débuts d'étape, ils tenteront pas non plus n'importe comment tous les jours. Je pense qu'effectivement, mais tu raison, Noé, si les 2 jouent le maillot vert, ça se jouera sur des étapes de transition comme ça et puis s'ils arrivent à bien rester placés dans les sprints, voilà, ouais. à voir, Alors en messieurs, on va fonction se mouiller un peu là quand même parce que je vous sens un peu mi-figue, mi-raisin tout ça. Deux questions et je veux des vraies réponses. Van Aert, est-ce que si cette année on se rend compte qu'il foire son maillot vert, qu'il va le perdre sur la fin parce qu'il est obligé d'aller aider Roglic alors qu'il pourrait aller marquer des points, il reste à Jumbo une année supplémentaire? Ou est-ce qu'il cherche pas pendant le prochain mercato à bouger? Et est-ce que pour vous, maintenant que les deux ont un peu annoncé leur volonté de jouer ce maillot pour le Tour de France, lequel vous mettez favori pour le maillot vert de cette année? Alors, 1re question, déjà Van Aert, il est sous contrat jusqu'en 2024 avec, la team de Jumbo-Visma. Mhm. Il a déjà rompu une fois son contrat avec sa précédente équipe pour venir chez Jumbo. Je crois que l'affaire est encore devant les tribunaux, belges. Donc il garde peut-être un mauvais souvenir de ça. Je pense pas qu'il se risque à ça non plus et stratégiquement, je pense que pour, la Jumbo, bah, c'est peut-être plus intéressant quand même, de miser sur Wout van Aert, que sur Roglic au niveau de l'âge et puis aussi au niveau des courses que Van Aert pourrait remporter aussi, dans le futur. C'est un coureur qui a 27 ans. Donc même s'il n'arrive pas à gagner le maillot vert, même s'il est tout seul sur le Tour de France qui se débrouille, moi je pense qu'il va quand même, rester chez la Jumbo et que la Jumbo misera sur lui, pour le futur. Ok, Noé, ta première question. Enfin, Euh, la m- réponse à la m- première question. Moi aussi, je le vois pas partir. Voilà, pareil sur les mêmes arguments parce qu'il est en contrat encore pendant longtemps. Et je pense que quand même la Jumbo peut avoir l'ambition de jouer sur les deux tableaux. Donc je pense qu'il peut avoir cette liberté, mais je le vois pas partir, honnêtement. Ok, alors deuxième question. Votre favori pour le maillot vert de cette année si on met Van Aert et Van Der Poel dans l'équation? Mais c'est très clair. Pour moi, c'est Van Aert. Je vois vraiment pas Van Der Poel y aller. Ça veut dire qu'il faut qu'il termine les sprints à chaque fois. Je me rends pas compte, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il se relevait beaucoup. Quoique non, il avait dû emmener Philipsen une fois. Mais je pense que c'est Van Aert. J'ai l'impression qu'il faut quand même, il passe mieux les bosses. Il aura plus d'occasion de prendre des points sur des étapes de transition. Ok, et toi Adrien? Eh ben moi je dirais Van Der Poel, Van Der Poel parce qu'il aura une équipe construite autour de lui. Si vraiment c'est son objectif, pour le coup, alors à voir comment, ça se goupille avec d'autres sprinters, s'il y a Merlier ou autre. Mais, je pense vraiment que si c'est son objectif, il fera tout pour le faire. Je pense qu'il est un peu meilleur que Van Aert quand même, Au même sprint si, pur? Au sprint pur.
Bah, je pense que ouais, il peut. Ah ouais, tu le vois meilleur sprinter que Van Aert, Bah, genre sur un sprint massif à l'arrivée. tu me mets le doute du coup. Ah mais c'est Non, non, fou. mais Sur un sprint à non, deux, je mais pense que Van Der Poel peut le passer, mais un sprint massif, je vois quand même Van Aert. après, on n'a jamais été Ouais. tellement confronté. C'est vrai que Van Aert, il est plus puissant. Donc sur un sprint, non, oui. Donc je retire ce que j'ai dit en Non réfléchissant. mais c'était pas Euh, l'objectif, hein. non, mais si, finalement, si, sur un sprint, ce que je voulais dire, c'est qu'il est plus complet. Je pense qu'il sera plus combatif. Il ira plus le chercher, je pense, que Van Aert. Il a plus les moyens de briller un petit peu partout. Et non, moi je pense que si Van Der Poel il se donne cet objectif, Il il ira le sera dur à chercher, aller quoi. chercher. Ouais, je pense, ouais. Hmm. Ok, moi je suis assez partagé. Je vous demande de donner votre avis, mais j'ai du mal à trancher parce que je vois Van Aert peut-être, bah, pour le coup, plus polyvalent et capable de gagner sur plus de profils sur le tour. Mais par contre, Adrien, je te rejoins sur le fait que si Van Der Poel a une équipe pour lui, il va être capable, en plus on a vu qu'il y avait quand même pas mal d'étapes de transition, un peu pour puncher, Mm, mm, et, mm. et sur ces étapes-là où lui il va pouvoir être complètement libre, alors qu'à l'inverse d'un Van Aert qui sera peut-être celui qui sera désigné comme dernier, enfin ultime protecteur de Roglic dans les dernières difficultés ou quand ça va frotter Genre l'étape des sévèrement. pavés. Genre Voilà, l'étape des genre pavés. l'étape des pavés, totalement. L'étape des pavés, bah, Van Der Poel, il va vouloir tout faire péter très tôt, et puis en espérant que bah, Van Aert il soit obligé de rester avec Roglic, parce que s'il y a personne d'autre pour accompagner Roglic, bah Roglic il est mal et puis il gagnera jamais le jaune. Puis tu sais, Donc même ça peut être. l'arrivée en Suisse, là, enfin ces petites étapes là qui Mm, mm. finissent, ou l'espèce de Ouais. classique ardennaise qu'on va Et avoir, ça Là-dessus, doit être là-dessus, l'étape il est 5 ou meilleur Van Der 6. Poel, hein. En Sur les plus, étapes ouais. vallonnées, sur les arrivées en boss, il est plus costaud. En tout cas, un duel qui nous permet d'attendre encore ce Tour de France avec peut-être encore plus d'excitation, hein. On Ouais, parlait de la course à tous les niveaux. d'autant plus que le jaune sera peut-être pas aussi excitant qu'il y a 2 ans. Donc c'est pas plus mal s'il y a une belle bataille pour le vert, quoi. Ok, messieurs, est-ce que vous avez encore des choses à ajouter sur cette émission? Non, bah écoute, je pense qu'on a été complet sur ce qu'on voulait aborder ce soir. Moi, j'étais très content de vous parler de cyclocross, de faire un petit tour dans la boue le week-end dernier du côté de Besançon. C'est vraiment une discipline que j'apprécie. J'espère que je pourrai vous en reparler d'ici la fin de l'hiver. Euh, voilà, c'est une discipline qui a été beaucoup mise sur le devant de la scène grâce à bah, justement Wout van Aert, Mathieu Van Der Poel, Tom Pidcock, Julien Alaphilippe aussi. Il y a même Pogacar qui a été champion de Slovénie du cyclocross. Donc c'est une école qui forme de super coureurs. Donc je pense que ça mérite qu'on y passe quelques minutes. Donc bah, voilà, je vous dis à bientôt. Idem pour moi, je suis content qu'on ait fait le tour de la boue un peu. C'est bien de se rappeler que le vélo, c'est pas que sur les beaux jours. Donc ça fait du bien d'en parler et je suis content de vous avoir encore rejoint pour une émission supplémentaire. Ok, bah moi aussi messieurs, j'ai passé du bon temps avec vous. Je tenais à du coup féliciter et remercier l'amicale cycliste byzantine pour l'organisation de cette manche de Coupe du Monde. On a des beaux formats qui nous attendent pour les prochaines semaines. On est en train de travailler un petit peu là en interne sur des émissions un peu fun là, hein, pour nous faire passer ce long mois de décembre où à part du coup la boue, on n'aura pas grand chose à se mettre sous la roue. Messieurs, je vous remercie de m'avoir accompagné sur cette émission. C'était un plaisir de débriefer un petit peu l'actualité avec vous. Chers auditeurs, merci donc les fringalleux, les fringalleuses de nous avoir suivis. N'hésitez pas, donc comme on le répète, mais c'est important pour nous et pour le développement, à vous abonner, à laisser un like et puis à aller faire un petit tour sur notre page Instagram ou notre page Facebook. Vous tapez Radio Fringale, vous aurez toutes les infos. En attendant, prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas de vous alimenter dans ce froid hivernal car derrière la petite butte debout, la fringale guette. Au revoir messieurs. Ciao! Salut!